Le cri déchira l'air moite de l'auberge du chêne fendu, avec la violence d'une lame. « Voleuse! On m'a volé mon médaillon !» La voix appartenait à la vicomtesse de Valois, une femme dont le menton tremblait de fureur et dont les doigts potelés, chargés de bagues, pointaient un index accusateur vers Jeanne. Le silence s'abattit sur la salle commune. Un silence poisseux, uniquement troublé par le crépitement du feu dans l'âtre et le bruit lointain de la Sèvre, ce fleuve paresseux qui semblait vouloir emporter avec lui les secrets de Mareuil-les-Bois, ce village que Dieu lui-même semblait avoir oublié. Jeanne se figea, un seau d'eau sale à moitié renversé à ses pieds, le liquide brunâtre s'étalant sur les planches usées. Son cœur battait à tout rompre, non pas de culpabilité, mais de cette terreur familière qui la saisissait chaque fois qu'un regard noble se posait sur elle. À 18 ans, elle avait appris que l'innocence était un luxe qu'elle ne pouvait s'offrir. Fille d'un tanneur dont la faillite avait emporté l'honneur et la vie, elle n'était plus que Jeanne Marceau, l'orpheline, la servante, la dette vivante de sa marâtre, Madame Isabelle. Depuis la mort de son père 7 ans plus tôt, sa vie s'était rétrécie au mur de cette auberge. Ses mains, autrefois destinées à apprendre les secrets du cuir, étaient maintenant rougies par la lessive, abîmées par les échardes du bois à couper et perpétuellement souillées par les restes des voyageurs. Elle nettoyait les chambres, où l'odeur de vin et de sueur s'accrochait aux draps, servait des hommes dont les mains baladeuses étaient aussi redoutées que les gifles de sa marâtre, et dormait sur une paillasse dans le grenier, où le vent s'engouffrait par les tuiles cassées, lui murmurant des histoires d'un monde qui lui serait à jamais interdit. « C'est elle », reprit la vicomtesse, sa voix montant dans les aigus. Elle était la seule à être entrée dans ma chambre ce matin pour vider mon pot de chambre. Le médaillon était sur ma table de chevet. Il a disparu. Tous les regards convergèrent vers Jeanne. Des regards curieux, méprisants, et même quelques-uns, très rares, empreints d'une pitié furtive. Elle sentit le poids de ces regards comme une chape de plomb. Sa propre marâtre s'approcha, le visage fermé, les lèvres pincées en une ligne fine et cruelle. Madame Isabelle ne perdait jamais une occasion de rappeler à Jeanne la charité qu'elle lui faisait en ne la jetant pas à la rue. « Fouillez-la !» ordonna la noble dame. Jeanne sentit une bouffée de chaleur lui monter aux joues. La honte, plus encore que la peur, la paralysait. Elle murmura, la voix étranglée, « Madame, je le jure sur la tombe de mon père, je n'ai rien pris, je n'ai même pas regardé vos affaires. » Ces mots se perdirent dans l'air. Madame Isabelle lui attrapa le bras avec une poigne de fer. « Tais-toi, insolente. Tu oses contredire Madame la vicomtesse ?» Sa main s'abattit sur la joue de Jeanne, une claque sèche qui fit résonner le silence. La douleur fut vive, mais c'est l'humiliation qui brûla le plus. Être frappé devant tous comme un animal. 2 valets de la vicomtesse s'avancèrent. Ils la fouillèrent sans ménagement, leurs mains explorant brutalement les poches de son tablier usé, palpant sa robe de bure rêche. Ils ne trouvèrent rien, bien sûr, mais l'absence de preuve n'était pas une preuve d'innocence. Aux yeux de ces gens, sa pauvreté était déjà un aveu. « Elle l'a sûrement déjà cachée, la petite vipère », siffla la vicomtesse, « ou vendue à quelque receleur. Ces gens-là sont tous les mêmes. » Le mot était lâché. Ces gens-là, les sans nom, les sans terre, ceux dont la parole ne valait rien face à celle d'un titre. Jeanne baissa la tête, fixant la tache d'eau sale sur le sol. C'était son reflet. Une souillure sur le plancher d'un monde qui n'était pas le sien. Son seul espoir, ce rêve fragile d'un mariage avec un veuf du village, un homme bon qui lui offrirait un foyer et un peu de dignité, venait de se briser en 1000 morceaux. Quelle famille respectable accepterait une voleuse ? Madame Isabelle, craignant pour la réputation de son établissement, se hâta de faire amende honorable. « Madame la vicomtesse, je vous prie de nous excuser. Cette créature sera punie comme il se doit. Je vous assure qu'elle ne causera plus jamais de tort à personne. » Elle se tourna vers Jeanne, le regard glacial. « Tu as de la chance que madame soit clémente, mais si le médaillon ne réapparaît pas d'ici demain matin, je te livre moi-même aux autorités royales. La marque au fer rouge te siera à merveille. » La menace plana dans l'air, lourde, définitive. Les autorités royales, la prison, la flétrissure.
C'était une condamnation à une mort lente. Jeanne sentit ses jambes flageoler. Elle ne pleura pas. Ses larmes s'étaient taries depuis longtemps, remplacées par une colère sourde et impuissante qui rongeait son cœur. Elle fut traînée jusqu'à la cave, poussée à l'intérieur, et la lourde porte se referma sur elle, la plongeant dans une obscurité presque totale, seulement percée par un mince filet de lumière sous la porte. L'odeur de terre humide et de vin aigre lui emplit les narines. C'était la fin. Accusée, jugée et condamnée sans la moindre chance de se défendre. Dans ce trou sombre, grelottant de froid et de peur, Jeanne Marceau comprit que son existence, déjà si précaire, venait de basculer dans un abîme dont elle ne voyait aucune issue. Elle n'était plus qu'une ombre, une voleuse marquée du sceau de l'infamie, attendant une sentence qu'elle ne méritait pas. Les heures s'écoulèrent dans l'obscurité oppressante de la cave. Le temps n'était plus qu'un filet de sable invisible, mesuré par le rythme des pas au-dessus de sa tête, les éclats de rire gras des buveurs et le martèlement de son propre cœur contre ses côtes. Assise sur une caisse en bois vermoulu, Jeanne avait laissé le désespoir l'envahir, une vague glaciale qui engourdissait ses membres et son esprit. Elle revoyait le visage de son père, son sourire fatigué mais bienveillant, et se demandait ce qu'il penserait de sa fille, recroquevillée dans le noir, accusée d'un crime qu'elle n'avait pas commis. La flétrissure au fer rouge, l'image la fit frissonner. Ce serait une marque indélébile, une sentence visible par tous, la fin de tout espoir. Soudain, le bruit d'un verrou que l'on tire grinça, brutal. La porte s'ouvrit sur la silhouette massive de sa marâtre, une chandelle à la main dont la lueur vacillante projetait des ombres dansantes et monstrueuses sur les murs humides. Jeanne se recroquevilla instinctivement, s'attendant à un nouveau coup ou à l'annonce de l'arrivée des gardes. Mais Madame Isabelle resta sur le seuil, son visage, une toile impénétrable d'émotions contradictoires. « Lève-toi », dit-elle d'une voix sèche, dénuée de toute chaleur. « Tu ne pourriras pas dans un cachot royal. Il semble que ta chance n'est pas complètement tournée. » Jeanne se releva, méfiante. La pitié n'était pas dans la nature de sa marâtre. Chaque faveur, chaque morceau de pain avait un prix. « Je ne comprends pas, » balbutia-t-elle. « Tu n'as pas à comprendre. Tu as à obéir, » rétorqua Madame Isabelle en posant la chandelle sur un tonneau. La baronne de Beaulieu a entendu toute l'affaire. Elle part pour son château de Montbrun à l'aube. Sa servante personnelle est tombée malade subitement. Elle a besoin d'une remplaçante. Immédiatement, le nom de la baronne fit naître une nouvelle vague de peur chez Jeanne. C'était une femme austère, connue dans toute la région pour sa sévérité et son humeur changeante. On disait d'elle qu'elle congédiait ses domestiques pour une simple tache sur une nappe ou un regard jugé trop hardi. « La baronne ? Mais pourquoi moi ?» murmura Jeanne. Un sourire mauvais étira les lèvres de sa marâtre. « Parce que tu es parfaite, ma chère. Tu es une voleuse. Du moins, c'est ce que tout le monde croit. Tu n'as personne pour te défendre, nulle part où aller. Tu es désespérée. La baronne n'aime pas les bavardages. Elle veut une fille silencieuse, discrète, qui ne posera pas de questions et qui lui sera redevable. Une fille qui a plus peur de la prison que des caprices de sa maîtresse. Tu vois, ton petit malheur est devenu une opportunité. Pas pour toi, bien sûr, pour moi. » La baronne a effacé l'ardoise de la vicomtesse et a même laissé quelques pièces pour le désagrément. Ton déshonneur a enfin servi à quelque chose. La vérité la frappa avec la brutalité d'un coup de poing. Elle n'était pas sauvée, elle était vendue. Sa servitude changeait simplement de propriétaire. Elle passait de la cage rouillée de l'auberge à la cage dorée, mais sans doute plus périlleuse, du château. Le choix n'en était pas un. C'était la menace du fer rouge ou la soumission à la baronne. « Prépare tes affaires », ajouta sa marâtre avec un geste de dédain. « Oh, pardon, tu n'as rien. Alors monte et lave-toi. Tu ne peux pas te présenter au château dans cet état. L'intendant de la baronne t'attend. » Sans un mot de plus, elle tourna les talons et la laissa seule avec la lueur tremblotante de la chandelle. Jeanne resta immobile un instant, le cœur lourd. Elle quittait Mareuil-les-Bois, le seul foyer qu'elle ait jamais connu.
les berges de la Sèvre, où elle avait partagé de rares moments de paix avec son père. Elle partait sans un adieu, sans un regard en arrière, comme une marchandise qu'on expédie. 1 heure plus tard, vêtue de sa seule autre robe, une cotte de laine grise reprisée en de nombreux endroits, elle monta dans une voiture sans armoirie qui l'attendait dans la cour arrière de l'auberge. L'intendant, un homme au visage sévère et aux yeux froids, ne lui adressa pas la parole, se contentant de lui indiquer sa place d'un geste sec. Les roues de la voiture s'ébranlèrent sur les pavés inégaux. À travers la petite lucarne, Jeanne regarda les toits familiers de son village s'éloigner, s'estomper dans la brume matinale. Aucune larme ne vint. Elle se sentait vide, creuse, comme une coquille abandonnée sur la grève. Le voyage dura plusieurs heures. Le paysage changea, passant des champs cultivés et des prairies douces aux forêts denses et sombres qui annonçaient les domaines de la noblesse. Les arbres, hauts et fiers, semblaient former une muraille impénétrable, et le soleil peinait à percer leur feuillage épais. Le silence dans la voiture était total, seulement rompu par le cahotement des roues et le claquement des sabots des chevaux. Enfin, au détour d'un chemin, il apparut, le château de Montbrun. Il se dressait au sommet d'une colline, une masse imposante de pierres grises et de tours crénelées qui semblaient griffer le ciel. Ce n'était pas une demeure gracieuse, mais une forteresse, conçue pour résister aux sièges et aux assauts du temps. Ses murs semblaient suinter l'histoire, le pouvoir et les secrets. Des fenêtres étroites et hautes la dévisageaient comme des yeux méfiants. Une aura de mélancolie et de puissance brute se dégageait de la structure, la faisant paraître plus menaçante encore. Jeanne sentit son estomac se nouer. Elle avait échappé à la prison, mais en voyant cette citadelle de pierre froide, elle eut la certitude d'être entrée de son plein gré dans une autre forme de captivité, une prison de silence et d'obéissance, dont les murs étaient bien plus hauts que ceux du cachot royal. La voiture franchit le pont-levis, dans un bruit de chaînes et de bois, et les lourdes grilles se refermèrent derrière elle avec un son mat et définitif. Elle était arrivée. L'intérieur du château de Montbrun était encore plus intimidant que ses murailles extérieures. L'intendant, dont le silence était aussi lourd que la pierre qui les entourait, la guida à travers un dédale de couloirs et de salles qui semblaient conçus pour écraser l'esprit. Les plafonds, si hauts que l'on aurait pu y loger le clocher de l'église de Mareuil, étaient traversés de poutres sombres comme des os de géants. Des tapisseries monumentales recouvraient les murs, leur couleur passée dépeignant des scènes de chasse brutales et de batailles sanglantes où des chevaliers sans visage transperçaient des bêtes mythiques. Leurs yeux de fil semblaient suivre Jeanne, la jugeant indigne de fouler les dalles de pierre polies par des siècles de pas nobles. Le froid n'était pas seulement dans l'air, il émanait des murs, du sol, des armures vides qui montaient à la garde dans les encoignures, spectres de fer d'une gloire passée. C'était un lieu de pouvoir, pas un foyer. Le contraste fut saisissant lorsqu'ils descendirent par un escalier en colimaçon étroit et mal éclairé vers les entrailles du château. L'air se chargea soudain d'une chaleur humide et d'une cacophonie d'odeurs. Le pain qui cuit, la graisse qui grésille, la sueur et le linge humide. Ils étaient arrivés dans les cuisines, un monde souterrain vibrant d'une activité frénétique. Des marmitons aux joues rouges couraient dans tous les sens, des servantes lavaient des montagnes de légumes dans des bassines en cuivre, et le chef, un homme colossal au tablier taché, aboyait des ordres d'une voix de tonnerre. Ici, personne ne prêta attention à Jeanne, simple fétu de paille emportée par le courant. Elle n'était qu'un visage de plus dans la fourmilière anonyme qui assurait le confort des maîtres à l'étage. L'intendant la laissa finalement devant une porte en chêne sombre et frappa discrètement. La porte s'ouvrit sur une femme d'une 50aine d'années, grande et sèche, vêtue d'une robe de soie noire d'une sévérité quasi monacale. Ses cheveux gris étaient tirés en un chignon si serré qu'il semblait lui tirer les coins des yeux vers le haut, lui donnant une expression de perpétuelle suspicion. C'était Madame Armande, la première dame de compagnie de la baronne, mais aussi la gouvernante qui régnait d'une main de fer sur l'ensemble du personnel domestique. Son regard passa sur Jeanne de la tête aux pieds, un examen clinique qui la fit se sentir encore plus misérable dans sa robe usée.
C'est donc toi, dit madame Armande, d'une voix sans inflexion comme si elle constatait l'arrivée d'un meuble. La fille de l'auberge. La baronne de Beaulieu t'offre une chance de racheter ta conduite. Ne crois pas un instant qu'il s'agit d'un acte de charité. C'est un marché. Nous te donnons un toit et du pain. En échange, tu nous donnes ton silence, ton obéissance et un travail sans faille. Elle marqua une pause, ses yeux perçants ne la quittant pas. Tu es ici à l'essai. Le moindre murmure, la moindre plainte, le moindre objet qui disparaît, et je te renvoie moi-même à l'autorité qui t'était promise. Compris? Oui, madame, répondit Jeanne, la gorge serrée. Bien, ton nom ne nous intéresse pas. Ici, tu seras simplement la nouvelle. Tu dormiras avec les autres filles de cuisine, au 3e sous-sol. Tes tâches seront celles que l'on te donnera. Pour l'instant, tu vas commencer par récurer les grands couloirs de l'aile ouest. Je veux voir mon reflet sur ces dalles. Sans un autre mot, elle fit un signe à une jeune servante qui attendait en retrait. Marianne, montre-lui où se trouvent les brosses et les seaux, et surveille-la. Marianne, une fille à peine plus âgée que Jeanne, avec des yeux craintifs, hocha la tête et lui fit signe de la suivre. Le soulagement d'échapper au regard de madame Armande fut de courte durée. Ses premières heures au château furent un supplice de labeur et de solitude. Le couloir de l'aile ouest semblait s'étirer à l'infini. À genoux sur la pierre glaciale, Jeanne frotta, brossa, rinça, jusqu'à ce que ses genoux soient meurtris, son dos brisé par la douleur et ses mains à vif. Le silence n'était rompu que par l'écho de ses propres gestes, et parfois par le passage lointain d'un noble dont le froufrou de soie ou le cliquetis d'éperon lui rappelait la distance infranchissable qui la séparait de ce monde. Le soir venu, épuisée, elle fut conduite à un dortoir surpeuplé, où une vingtaine de paillasses étaient alignées. L'air était confiné, sentant la fatigue et le renfermer. Les autres servantes la dévisagèrent avec un mélange de curiosité et de méfiance. On lui avait sans doute déjà fait sa réputation, la voleuse. Elle s'installa sur la couchette qu'on lui désigna, un simple sac de paille dans un coin, et se détourna, feignant un sommeil qu'elle ne trouvait pas. Elle entendait des chuchotements, des bribes de conversation. On parlait du grand bal qui se préparait, le bal de Saint-Denis, un événement annuel qui mettait tout le château en effervescence. On parlait de la venue du jeune prince, Louis-Henri de Vienne, et de sa cour. L'excitation des autres filles ne faisait que souligner sa propre misère. Au milieu des murmures, un nom attira son attention. Élodie. On en parlait à voix basse, avec un mélange d'envie et d'agacement. C'était la servante personnelle de la princesse Amélie, la nièce de la baronne. On disait qu'Élodie était fière, secrète, qu'elle se croyait supérieure aux autres. Jeanne l'aperçut le lendemain, de loin. C'était une jeune femme brune, aux gestes vifs et au regard fuyant qui semblait toujours pressé, comme si elle portait un lourd secret. Une ombre d'inquiétude flottait sur son visage, une tension que Jeanne, habituée à déchiffrer les signes de peur, reconnut immédiatement. En s'endormant enfin dans la chaleur étouffante du dortoir, Jeanne sentit le poids du château s'abattre sur elle. La grandeur n'était qu'une façade. Pour elle, Montbrun n'était que des seaux d'eau glacée, des couloirs sans fin, la faim qui lui tordait les entrailles et le regard impitoyable de madame Armande. Elle avait fui une prison pour en trouver une autre, plus vaste, plus froide et infiniment plus solitaire. Les jours se fondirent les uns dans les autres, une succession monotone de labeur et d'épuisement. La vie de Jeanne était réglée par le son des cloches, celle qui la tirait de sa paillasse avant l'aube, celle qui annonçait les repas frugaux et vite avalés dans le bruit des cuisines, et celle qui, tard dans la nuit, sonnait la fin d'un service qui ne s'arrêtait jamais vraiment. Elle apprit les géographies secrètes du château, les passages dérobés pour éviter de croiser la noblesse, les escaliers de service où l'on pouvait reprendre son souffle à l'abri des regards, et les cours intérieures où le vent portait les échos des conversations des étages supérieurs. Elle devint une ombre, une présence si insignifiante qu'on ne la remarquait plus. Et c'est dans cette invisibilité qu'elle commença à voir. Elle vit la tension sur le visage des gardes, plus nombreux et plus nerveux que d'habitude. Elle entendit des chuchotements entre les valets, des mots comme « révolte »,« disette » et « colère du peuple », prononcés à voix basse avant de s'éteindre à son approche.
Un soir, en vidant les cendres d'une cheminée dans l'aile des invités, elle surprit une conversation à travers une porte entr'ouverte. C'était la voix du baron de Beaulieu, le mari de sa maîtresse, un homme au visage dur et au port militaire. « Les taxes sont excessives, même pour des bêtes de somme. Si le prince ne calme pas les esprits lors de sa visite, les pétitions se transformeront en fourches. Nos terres de Mareuil et des environs sont une poudrière. » L'autre voix, plus douce, plus calculatrice, répondit « La couronne a besoin d'argent, mon ami. La loyauté a un coût. Il faut simplement s'assurer que la colère soit dirigée vers la bonne cible, loin de nous. » Jeanne recula dans l'ombre, le cœur battant. Ces mots, prononcés avec une telle froideur, la concernaient directement. Il parlait de sa région, de son peuple, comme de pions sur un échiquier. C'est dans ce climat de tension grandissante qu'une de ses corvées l'amena dans un lieu inattendu, la bibliothèque. C'était une pièce immense, silencieuse, qui contrastait radicalement avec le reste du château. Des milliers de livres s'alignaient sur des étagères qui montaient jusqu'au plafond voûté, dégageant une odeur apaisante de vieux papier, de cire et de cuir. La poussière dansait dans les rayons de lumière qui perçaient à travers les hautes fenêtres à vitraux, créant une atmosphère presque sacrée. Pour la première fois depuis son arrivée, Jeanne sentit ses épaules se détendre. Un vieil homme était assis à un grand bureau de chêne, occupé à réparer la reliure d'un ouvrage, avec une délicatesse infinie. Il leva des yeux bleus, vifs et intelligents, cerclés de fines rides. C'était Monsieur Pascal, le bibliothécaire et tuteur de la famille. Contrairement aux autres, son regard ne la jaugea pas, ne la méprisa pas. Il y avait une douce curiosité dans ses yeux. « Bonjour, mon enfant, » dit-il d'une voix douce et posée. « Vous êtes nouvelle ici, n'est-ce pas? Je ne vous ai jamais vu. » Surprise qu'on lui adresse la parole avec une telle courtoisie, Jeanne murmura « Oui, monsieur, on m'a envoyé pour épousseter les étagères. Une tâche sans fin dans un lieu comme celui-ci. » répondit-il avec un léger sourire. « Prenez garde à l'échelle, elle est capricieuse. Quel est votre nom ?» La question la décontenança. Personne, pas même les autres servantes, ne s'était soucié de son nom. « Jeanne, monsieur. »« Eh bien, Jeanne, soyez la bienvenue dans mon royaume de silence et d'encre. » Pendant qu'elle travaillait, le silence entre eux n'était pas pesant. Il était respectueux. Monsieur Pascal observait parfois ses gestes. Il remarqua ses mains abîmées, la façon dont elle déplaçait les livres avec un soin presque révérencieux. Un jour, la voyant s'arrêter un instant pour déchiffrer un titre sur une tranche dorée, il lui demanda simplement « Savez-vous lire, Jeanne ?»« Un peu, monsieur. Mon père était tanneur. Il disait que les chiffres et les lettres étaient les seuls outils qui ne pouvaient ni s'user ni vous être volés. » L'intérêt dans le regard du vieil homme s'intensifia. « Un sage homme, votre père. Rares sont ceux qui partagent ce savoir avec leur fille. » Il se leva, prit un petit livre à la couverture de cuir souple sur son bureau et le lui tendit. C'étaient les fables de La Fontaine. « Tenez, pour les rares moments de repos que l'on vous accorde. La lecture est une fenêtre, ne l'oubliez jamais. Même depuis la plus sombre des pièces, elle permet de voir le monde. » Jeanne sentit les larmes lui piquer les yeux. Cet acte de bonté simple, inattendu, était comme une goutte d'eau fraîche sur une terre brûlée. C'était la première fois que quelqu'un la voyait, elle, Jeanne, et non la servante, la nouvelle, la voleuse. Elle cacha le livre dans son tablier, le petit volume pesant plus lourd et étant plus précieux que n'importe quel bijou. Alors que le jour du bal de Saint-Denis approchait, l'agitation du château devint presque insupportable. Madame Armande était sur les nerfs, distribuant les corvées et les réprimandes avec une énergie renouvelée. Sa surveillance sur Jeanne redoubla, comme si elle s'attendait à la prendre en faute. Un soir, alors que Jeanne traversait une cour de service pour jeter des seaux d'eau sale, elle vit Élodie, la servante de la princesse, qui parlait à voix basse avec un des palefreniers près des écuries. L'échange était bref, tendu. Élodie glissa quelque chose, une lettre, dans la main de l'homme avant de s'éloigner rapidement, jetant des regards inquiets par-dessus son épaule. Le lendemain, veille du bal, Jeanne fut chargée de descendre des paniers de linge sale depuis les appartements des invités. Le couloir était encombré de malles et de domestiques pressés.
Dans un recoin sombre, près d'une porte de service menant à l'extérieur, elle trébucha sur un objet abandonné à la hâte. C'était un manteau de voyage en laine bleu nuit, d'une qualité bien supérieure à tout ce qu'une simple servante pouvait posséder. Il était lourd, doublé de velours. Sans réfléchir, elle le ramassa. Il était encore tiède. Le tissu était doux sous ses doigts, rêches. Juste à ce moment, la voix stridente de Madame Armande l'appela depuis le bout du couloir. « La nouvelle! Qu'est-ce que tu fabriques? Dépêche-toi !» Prise de panique à l'idée d'être accusée d'avoir encore volé, elle roula le manteau en boule et le cacha sous le linge sale de son panier, le cœur battant. Elle se promit de s'en débarrasser plus tard, de le jeter, de le faire disparaître. Elle ne savait pas encore que ce geste, dicté par la peur, venait de sceller son destin. Le jour du bal de Saint-Denis fut un tourbillon de chaos organisé. Dès les premières lueurs de l'aube, le château bourdonna comme une ruche sur le point d'essaimer. Des légions de domestiques s'activaient, frottant les derniers centimètres de parquet, polissant l'argenterie jusqu'à ce qu'elle brille comme des miroirs, et montant des guirlandes de lierre et de roses d'hiver le long des balustrades de marbre. L'air était saturé du parfum des fleurs, de la cire d'abeille et des plats somptueux qui mijotaient dans les cuisines depuis des jours. Pour les nobles, c'était une nuit de splendeur et d'amusement. Pour les serviteurs, c'était le point culminant de semaines de travail exténuant, une épreuve d'endurance où la moindre erreur pouvait coûter sa place. Jeanne était partout à la fois. Elle transporta des seaux de vin depuis les caves, monta des piles de linge frais jusqu'aux chambres des invités et aida à dresser les tables dans la grande galerie, ses doigts tremblants à l'idée de laisser tomber une assiette de porcelaine fine. Elle se sentait comme une fourmi perdue, au milieu d'une parade de géants. Le manteau bleu nuit, caché sous sa paillasse, lui pesait sur la conscience. Chaque fois qu'elle croisait le regard inquisiteur de Madame Armande, elle s'attendait à être démasquée, traînée au milieu de la cour et accusée de ce nouveau larcin. La soirée arriva enfin, et avec elle, le son des carrosses sur les graviers de l'allée principale. La musique de l'orchestre s'éleva, une mélodie enchanteresse qui filtrait jusqu'aux cuisines, se mêlant à la vapeur et au cliquetis de la vaisselle. Tandis que les invités dansaient à l'étage, vêtus de soie et de bijoux, Jeanne et les autres filles de cuisine étaient plongées dans une bataille frénétique contre les plats sales. C'est à ce moment que le désastre frappa. Un jeune marmiton, épuisé, trébucha en transportant une lourde soupière, en voyant une cascade de potage brûlant sur le sol et sur la jupe de l'assistante du chef. Des cris, des jurons et des ordres fusèrent. Le chaos fut total. Au milieu de la confusion, Madame Armande apparut, le visage blême de fureur. « Imbécile, incompétent !» siffla-t-elle. Ses yeux balayèrent la pièce, cherchant une victime pour sa colère et une solution à un autre problème urgent. Elle avait besoin d'envoyer un message discret au chef des gardes posté près des grilles du domaine, un ordre de dernière minute concernant la surveillance. Son regard se posa sur Jeanne, qui s'efforçait de nettoyer le sol. « À toi! La nouvelle! Laisse ça et viens ici !» Jeanne se releva le cœur battant. Madame Armande lui tendit un billet scellé. « Tu vas porter ça au capitaine des gardes, au poste de la grille Est. Tu passes par les jardins, tu ne te montres pas. Personne ne doit te voir. Et reviens immédiatement. Est-ce clair ? » « Oui, madame, » répondit Jeanne, prenant le billet d'une main tremblante. Alors qu'elle se dirigeait vers la porte de service, une vieille cuisinière nommée Clotilde la retint. « Attends, ma petite, tu vas prendre froid dans cette robe fine. » Le vent d'octobre était glacial, et Jeanne ne portait que sa simple cotte de bure. Avant qu'elle ne puisse protester, Clotilde attrapa une pièce de vêtement jetée sur une malle dans le couloir. C'était le manteau bleu nuit. « Tiens, mets ça sur tes épaules. Allez, file !» Poussée par l'urgence et la panique, Jeanne n'eut pas le temps de réfléchir. Elle enfila le manteau, le capuchon dissimulant ses cheveux tirés en une natte simple, et se glissa dehors dans la nuit froide. L'étoffe, lourde et de belle qualité, la protégea du vent mordant. Elle courut à travers les jardins d'ifs taillés, une silhouette sombre dans l'obscurité, accomplit sa mission en tendant le billet au capitaine surpris et rebroussa chemin. Pour rentrer,
Elle choisit un itinéraire plus court, longeant le mur de la salle de bal. La musique et les éclats de rire s'entendaient plus fort ici. Elle atteignit une petite porte de service qui débouchait sur un corridor menant aux cuisines. Au moment précis où elle posait la main sur le loquet, les grandes portes à double battant de la salle de bal, à quelques mètres de là, s'ouvrirent en grand. Une vague de lumière dorée et de son l'aveugla. Simultanément, des cris éclatèrent à l'autre bout du couloir principal. « Traîtresse! Arrêtez-la » Des gardes apparurent, courant dans sa direction. Jeanne se figea, prise entre la lumière éblouissante et la menace qui approchait. Confuse, elle fit un pas en arrière et trébucha, sortant de l'ombre du petit corridor pour se retrouver en pleine lumière, sur le seuil de la salle de bal. Au centre de la pièce, sous un lustre scintillant de 1000 cristaux, se tenait le prince Louis-Henri de Vienne. Il était grand, jeune, et son visage était grave. Il parlait à un groupe de courtisans lorsque les cris retentirent. Son regard balaya la scène et se posa sur Jeanne. Il vit une silhouette féminine, enveloppée dans un manteau bleu nuit, le visage caché par un capuchon, apparaissant exactement au moment où l'alerte était donnée. Pour lui, le signal était clair. C'était sa contact, la mystérieuse alliée qui devait lui remettre des informations cruciales, et elle était sur le point d'être capturée. Agissant avec une rapidité foudroyante, il ignora les questions de son entourage et fendit la foule. Jeanne, paralysée par la terreur, le vit s'approcher d'elle comme un aigle fondant sur sa proie. Elle voulut crier, s'expliquer, dire qu'il y avait erreur, mais aucun son ne sortit de sa gorge. Devant les yeux ébahis de toute la cour de France, le prince Louis-Henri arriva devant elle. Sans un mot, il la souleva dans ses bras puissants, comme si elle ne pesait rien. Le choc la fit enfin réagir. Alors qu'il la serrait contre lui, se tournant vers l'assemblée médusée, elle réussit à murmurer, la voix brisée par l'incrédulité et la peur. « Monseigneur, je ne suis pas qui vous cherchez. » Mais ces mots furent noyés. Au même instant, pour masquer l'incident, le chef d'orchestre lança une fanfare triomphale. Le son puissant des cuivres et des tambours remplit la salle, couvrant sa faible protestation, tandis qu'un murmure d'étonnement et de confusion parcourait l'aristocratie réunie. Dans les bras du prince, emporté loin des gardes qui s'étaient arrêtés net, Jeanne ferma les yeux. Le monde venait de basculer, la projetant de l'ombre la plus profonde à la lumière la plus crue, prisonnière d'une méprise aux conséquences inimaginables. Le monde de Jeanne se réduisait au battement frénétique de son propre cœur et au tissu de velours du pourpoint du prince contre sa joue. Il la porta à travers la salle de bal silencieuse, montant un grand escalier de marbre sous le regard pétrifié de centaines de courtisans. Chaque pas résonnait dans un silence de cathédrale. Elle n'osait pas ouvrir les yeux, certaine que si elle le faisait, cet étrange cauchemar prendrait une réalité encore plus terrifiante. Il la transporta le long d'un couloir où les portraits de ses ancêtres semblaient la dévisager avec une austérité glaciale, puis franchit une porte à double battant qu'un valet ouvrit précipitamment. Il la déposa enfin sur le sol avec une surprenante douceur. Jeanne chancela, ses jambes tremblantes refusant de la soutenir. Elle se rattrapa à un fauteuil. La porte se referma derrière eux, étouffant les bruits du bal, et les enfermant dans une bulle de silence tendu. Elle ouvrit les yeux. Elle se trouvait dans un salon privé d'une opulence qu'elle n'aurait même pas pu imaginer. Des tentures de soie brodées d'or couvraient les murs, le feu crépitait dans une cheminée monumentale sculptée d'angelots, et le tapis persan sous ses pieds était si épais qu'il semblait vouloir l'avaler. C'était une cage dorée, et elle venait d'y être enfermée. Le prince Louis-Henri n'était plus le sauveur théâtral de la salle de bal. Son visage était dur, ses yeux sombres et impatients. Il fit un pas vers elle, la voix basse et urgente. « Élodie, assez joué. Où sont les documents ?» La fuite était bien exécutée, mais les gardes du baron étaient sa plus proche que prévu. « Donnez-les-moi, vite, chaque seconde compte. » Le nom Élodie la frappa comme une gifle. La méprise était totale. Absurde, mortelle. La terreur lui donna enfin la force de parler. « Monseigneur !» halta-t-elle en arrachant le capuchon de sa tête. La lumière des chandeliers éclaira son visage de paysanne, ses cheveux simples et sa robe de bure grise, grossière et tachée, visible sous le manteau entrouvert. « Il y a erreur.
Je m'appelle Jeanne Marceau. Je suis une servante, une fille de cuisine. Je ne sais rien de documents. » Elle fit un pas en arrière, se sentant nue et vulnérable sous son regard intense. « Ce manteau, je l'ai trouvé. Je devais porter un message, il faisait froid, on me l'a donné. Je vous en supplie, je ne suis personne. Laissez-moi retourner aux cuisines. J'oublierai tout, je le jure sur ma vie. » Sa voix se brisa en un sanglot de pure panique. Le prince se figea, son regard perçant la détailla. Des mèches de cheveux échappaient de sa natte à ses mains rougies et abîmées par le travail, jusqu'à ses sabots de bois usés qui semblaient s'y déplacer sur le tapis précieux. Il vit la peur sincère, animale, dans ses yeux. Il n'y avait aucune ruse, aucune comédie. Cette fille n'était pas une espionne aguerrie. C'était exactement ce qu'elle prétendait être, une servante terrifiée, prise dans un engrenage qui la dépassait. Un éclair de fureur traversa ses yeux, mais elle n'était pas dirigée contre elle. C'était la fureur de l'homme dont le plan, si soigneusement élaboré, venait de voler en éclats. Il fit les 100 pas, la main crispée sur la garde de sa fine épée de cour. « Un manteau !» murmura-t-il pour lui-même, la voix chargée d'une ironie amère. « Tout cela pour un manteau. » Il s'arrêta et la fixa. Alors Élodie a disparu. Et vous, Jeanne Marceau, vous êtes apparue à sa place. Son esprit travaillait à une vitesse vertigineuse. Il ne pouvait pas la laisser partir. L'admettre serait avouer son échec, révéler à ses ennemis qui étaient là ce soir, dans ce château souriant et dansant, qu'il avait été floué. Ils sauraient que son informatrice avait été interceptée ou s'était enfuie, et ils intensifieraient leurs recherches. Ils perdraient tout avantage. « Écoutez-moi attentivement, Jeanne Marceau, » dit-il, sa voix redevenue calme, mais d'un calme tranchant comme l'acier. « Vous ne pouvez plus retourner aux cuisines. En vous prenant dans mes bras devant toute la cour, je vous ai désigné comme mon allié. Que cela soit vrai ou non, n'a plus d'importance. Pour tous ceux qui nous observent, vous êtes la femme qui détient mes secrets. Si je vous relâche, mes ennemis vous tueront avant que vous n'atteigniez le bas de l'escalier, pensant vous faire taire. Si je vous livre aux gardes du baron, ils vous tortureront pour obtenir des informations que vous ne possédez pas. Votre ancienne vie est terminée. Elle a pris fin il y a 10 minutes dans cette salle de bal. » Jeanne sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Non, non, ce n'est pas possible. C'est la seule possibilité qui vous maintient en vie, » coupa-t-il sèchement. « Pour l'instant, vous allez jouer le rôle qu'on vous a involontairement donné. Vous êtes sous ma protection. Vous ne parlerez à personne. Vous ne quitterez pas cette chambre. Vous êtes mon invité. » À ce moment précis, on frappa avec force à la porte. « Monseigneur, c'est Madame Armande. J'exige de savoir ce que signifie tout ceci. Une de mes servantes a été enlevée au milieu de ses fonctions. » Le prince lança un regard d'avertissement à Jeanne avant de se diriger vers la porte et de l'entr'ouvrir. Il ne laissa à la gouvernante qu'une vue partielle de la pièce. « Madame, » dit-il d'un ton glacial qui ne souffrait aucune discussion, « votre servante est ici sous ma protection personnelle. Elle est une invitée de la couronne. Je crois qu'elle a été victime d'un terrible malentendu. Son nom est Mademoiselle de Valombre, et toute interaction avec elle passera désormais par moi. Avez-vous compris ?» Le silence de l'autre côté de la porte fut éloquent. Madame Armande, pour la première fois, était sans voix. On pouvait presque sentir son indignation et sa suspicion. « Bien, monseigneur, » finit-elle par dire, la voix étranglée par une fureur contenue. Il referma la porte et se tourna vers Jeanne, qui le regardait, les yeux écarquillés. « Mademoiselle de Valombre, » murmura-t-elle, hébétée. « C'est votre nom désormais, » décréta le prince. « Habituez-vous-y, car si vous échouez, Jeanne Marceau et Mademoiselle de Valombre mourront en même temps. » Il la laissa seule. Jeanne s'effondra sur un canapé de velours, tremblant de tous ses membres. Le feu dansait dans la cheminée, projetant des ombres opulentes sur les murs. Elle était passée du statut de voleuse à celui de prisonnière princière. La menace du fer rouge semblait presque douce, comparée à la terreur d'être un pion dans un jeu de trahison et de mort au sommet du royaume. Elle était seule, portant un nom qui n'était pas le sien, dans une cage dorée gardée par la peur. Le sommeil ne vint pas. Jeanne passa sa première nuit de captivité à arpenter le tapis soyeux de sa prison dorée, s'arrêtant parfois pour regarder les flammes danser dans l'âtre ou pour toucher du bout des doigts la surface froide et lisse d'un meuble en marqueterie.
Chaque objet de luxe semblait se moquer de sa condition. Le lit à baldaquin, avec ses draps de lin fin et ses montagnes de coussins, paraissait plus menaçant qu'accueillant. Dormir aurait été un abandon, une acceptation de ce rôle qu'on lui imposait. Rester éveillé, c'était résister, ne serait-ce qu'un peu, à l'absurdité de sa situation. Elle se sentait comme un oiseau des champs, capturé et placé dans une cage en or. La cage était magnifique, mais les barreaux n'en étaient pas moins réels. Le souvenir de la salle de bal, du visage du prince, des regards choqués des courtisans, tournait en boucle dans son esprit. Et puis, il y avait la peur. Une peur plus profonde et plus viscérale que celle qu'elle avait connue dans la cave de l'auberge. Là-bas, elle risquait le fer rouge, une punition pour un crime qu'elle n'avait pas commis. Ici, elle risquait la hache du bourreau pour une conspiration dont elle ignorait tout. Elle était devenue mademoiselle de Valombre. Un nom vide, un masque fragile qui menaçait de se briser au moindre contact. L'aube jeta une lumière grise et blafarde dans la pièce. Peu après, on frappa discrètement à la porte. Une jeune servante, pas plus âgée qu'elle, entra en silence, portant un plateau chargé d'un petit déjeuner somptueux. Pain blanc, confiture, chocolat fumant. Elle posa le plateau sur une table sans oser croiser le regard de Jeanne. Derrière elle, 2 autres domestiques apportèrent une série de robes aux couleurs chatoyantes qu'elles suspendirent à une penderie. La première servante fit une brève révérence et sortit, sans avoir prononcé un seul mot. Les ordres de Madame Armande avaient été clairs. La nouvelle prisonnière ne devait avoir aucun contact. Jeanne regarda la nourriture sans appétit. Son estomac était noué. Puis son regard se posa sur les robes. Des soies, des velours, des brocarts. C'était une garde-robe de princesse. On attendait d'elle qu'elle se dépouille de son identité, de sa peau de servante, pour revêtir le costume de son nouveau rôle. C'était la première étape de sa transformation, de son effacement. Avec une répugnance infinie, sachant qu'elle n'avait pas le choix, elle se lava dans la vasque d'eau parfumée qu'on lui avait laissée et enfila la plus simple des robes, une tenue de jour en damas vert forêt. Le tissu était si léger, si doux contre sa peau habituée à la bure rêche qu'elle en frissonna. En se regardant dans le grand miroir à cadre doré, elle vit une étrangère, une silhouette élancée, affinée par la coupe de la robe, mais avec le visage effrayé d'une paysanne de Mareuil. Le déguisement était imparfait. De sa fenêtre, qui donnait sur l'une des cours intérieures, elle pouvait voir l'agitation matinale du château reprendre ses droits. Et elle la vit. Madame Armande, debout au milieu de la cour, donnant ses instructions au personnel. Comme si elle avait senti son regard, la gouvernante leva la tête. Leurs yeux se croisèrent à travers la distance. Le mépris et la haine non dissimulés dans le regard de la femme plus âgée étaient si intenses que Jeanne recula d'un pas. Madame Armande savait. Elle ne savait peut-être pas toute la vérité, mais elle sentait l'imposture, et elle ne la lâcherait pas. Plus tard, dans la matinée, le prince revint. Il avait changé sa tenue de bal pour un costume de jour plus sobre, mais tout aussi impeccable. Son visage était soucieux. Il ferma la porte derrière lui et s'adossa un instant contre le bois, laissant échapper un soupir de lassitude. « Vous n'avez rien mangé », constata-t-il, en voyant le plateau intact. Sa voix était moins dure que la veille. C'était celle d'un homme faisant face à une situation complexe. Vous devez être forte. La peur est un luxe que ni vous ni moi ne pouvons nous permettre. Il s'approcha de la table. Je vais être bref. Vous êtes au centre d'une affaire très grave. Un groupe de nobles, mené par le baron de Beaulieu, notre hôte, complote contre mon père, le roi. Ils utilisent la misère du peuple, qu'ils ont eux-mêmes contribué à créer, pour attiser la révolte. Leur but est de déstabiliser le royaume, pour accroître leur propre pouvoir. Il marqua une pause, la fixant pour s'assurer qu'elle comprenait. Élodie, la servante de ma cousine Amélie, était mon informatrice à l'intérieur de ce château. Elle avait rassemblé des preuves, des lettres, des registres, qui incriminent directement le baron et ses complices. Elle devait me les remettre hier soir, pendant le bal. De toute évidence, elle a été découverte. Je ne sais pas si elle a été capturée ou si elle a réussi à fuir. Votre apparition à sa place a créé une diversion inespérée. Mes ennemis sont confus.
Ils pensent que vous êtes ma véritable alliée et que j'ai réussi à vous mettre en sécurité. Nous devons maintenir cette illusion. Jeanne l'écoutait, glacée d'effroi. Les mots qu'elle avait surpris dans le couloir prenaient maintenant tout leur sens. « Mais que dois-je faire ? Je ne sais pas mentir, monseigneur. Je ne connais rien de ce monde. Vous apprendrez, dit-il simplement. Votre première leçon commence maintenant. Le baron et madame Armande ont demandé à s'entretenir avec mademoiselle de Valombre. Ils sont trop suspicieux. Je ne peux refuser sans confirmer leurs doutes. Ils vont venir ici pour vous interroger. » La panique s'empara de Jeanne. Les interroger, mais que leur dirais-je ? Le moins possible, répondit le prince, son regard s'intensifiant. Votre histoire est simple. Vous êtes Éléonore de Valombre, la fille d'un petit baron de province dont le domaine est près de la frontière suisse. Votre père est mort récemment. Vous êtes venu à la cour chercher la protection d'une parente éloignée. Vous êtes timide, accablé par le deuil et intimidé par la grandeur du château. Parlez peu, baissez les yeux, laissez-les croire que vous êtes une jeune fille fragile et sans importance. C'est un rôle que vous devriez pouvoir tenir. Votre peur vous aidera, utilisez-la. Mais quoi qu'il arrive, ne dites jamais la vérité. Votre vie en dépend. Il n'eut pas le temps d'en dire plus. On frappa à la porte. C'était un coup sec, autoritaire. Le prince se redressa, son visage retrouvant son masque de froideur aristocratique. « Entrez !» dit-il d'une voix forte. La porte s'ouvrit. Madame Armande entra la première, le visage fermé comme une pierre. Derrière elle se tenait le baron de Beaulieu, un homme imposant au regard perçant, dont la courtoisie affichée ne parvenait pas à masquer la menace qui émanait de lui. Ils s'avancèrent dans la pièce, leurs yeux se posant sur Jeanne comme ceux de deux prédateurs sur une proie. Jeanne se sentit clouée au sol, le cœur battant à grands coups dans sa poitrine. L'interrogatoire allait commencer. Le silence qui s'installa dans le salon était une arme en soi. Il était lourd, tendu, vibrant de questions sans réponse et de suspicions à peine voilées. Jeanne se tenait droite, les mains jointes devant elle pour qu'on ne les voie pas trembler. Elle sentait le regard du baron de Beaulieu peser sur elle, un examen aussi précis et froid que celui d'un boucher évaluant une pièce de viande. À côté de lui, madame Armande la fusillait du regard, son visage une incarnation de la réprobation. Le prince Louis-Henri s'était légèrement écarté, se postant près de la fenêtre, les bras croisés. Sa présence était un bouclier invisible, mais elle était aussi un rappel constant de l'enjeu. Un seul mot de travers, et elle ne mettrait pas seulement sa vie en péril, mais aussi la sienne. Ce fut madame Armande qui lança la première offensive. Sa voix, dénuée de toute aménité, coupa le silence comme un éclat de verre. Mademoiselle de Valombre, un nom que, curieusement, personne à la cour ne semble avoir jamais entendu. Votre arrivée est aussi soudaine qu'énigmatique. Jeanne baissa les yeux, comme le prince le lui avait conseillé. Elle laissa la peur nouer sa gorge, utilisant l'émotion brute qui la submergeait pour nourrir son personnage. « Ma famille vit très retirée, madame, » murmura-t-elle, sa voix à peine audible. « Nous ne fréquentons pas la cour. »« Vraiment ?» rétorqua la gouvernante sceptique. « Vous arrivez au château en pleine nuit, sans carrosse, sans bagages, sans même une dame de compagnie pour vous assister. Et vous vous retrouvez, par le plus grand des hasards, au centre d'une agitation dans la salle de bal. Votre histoire manque de substance, mademoiselle. » Chaque mot était une pique destinée à la faire trébucher. Jeanne sentit une sueur froide perler le long de son dos. Elle se força à penser à son père, à la douleur bien réelle de sa perte. La tristesse était une ancre dans la tempête de sa peur. « Mon père est mort il y a peu, » dit-elle, la voix tremblante cette fois d'une émotion sincère. J'ai tout quitté dans la précipitation. Je n'avais nulle part où aller. Le prince a été charitable. » Elle osa un bref regard vers Louis-Henri, un appel muet à l'aide. Le baron de Beaulieu fit un pas en avant, écartant madame Armande d'un geste discret de la main. Il arborait un sourire qu'il voulait paternel, mais qui ne parvenait pas à atteindre ses yeux froids de prédateur. « Allons, Armande, laissez cette pauvre enfant. Ne voyez-vous pas qu'elle est accablée par le chagrin ?» Il se tourna vers Jeanne, sa voix mielleuse contrastant avec la brutalité de son regard. « Ma chère enfant, nous ne vous voulons aucun mal. Nous sommes simplement
soucieux. Vous comprenez, le château est sous ma responsabilité. L'apparition soudaine d'une protégée du prince, dans des circonstances si particulières, éveille la curiosité. Et mon devoir est de veiller à la sécurité de tous. Il s'approcha d'elle. Jeanne dut lutter contre l'envie de reculer. « Valombre, près de la frontière suisse, m'a dit son Altesse », continua-t-il sur le ton de la conversation. « C'est une région que je connais un peu pour y avoir chassé dans ma jeunesse. Des terres rudes, sauvages, j'ai de bons souvenirs du village de Rochefort avec son église au clocher si particulier. Ce n'est pas loin de vos terres, n'est-ce pas ?» Le piège était tendu, brillant, simple. Une question à laquelle la vraie Éléonore de Valombre aurait pu répondre sans hésiter, mais qui laissait Jeanne face à un mur de silence. Rochefort, le clocher, elle n'en savait rien. Son esprit était vide. Le silence s'étira, devenant de plus en plus assourdissant. Elle sentit le regard triomphant de Madame Armande sur elle. Elle était perdue. Elle ouvrit la bouche pour balbutier une excuse, une énième mention de sa fatigue, mais elle savait que ce serait insuffisant. C'est alors que la voix du prince s'éleva, calme et tranchante, depuis l'autre bout de la pièce. « Baron, il me semble que votre mémoire vous joue des tours. Le domaine de Valombre est isolé, niché au cœur des montagnes. Le village le plus proche, si l'on peut appeler ainsi une poignée de masures, est Gremilly, à plus d'une journée de marche, et la chasse y est bien trop dangereuse pour un homme de votre prudence. » Il y avait un défi à peine voilé dans ses paroles. Il s'avança nonchalamment vers le groupe. « D'ailleurs, je suis las de cet interrogatoire. Mademoiselle est mon invitée. Sa lignée est peut-être modeste, mais elle est honorable, et je me porte garant de sa personne. Votre sollicitude, baron, commence à ressembler à de l'impertinence. » Le visage du baron de Beaulieu se durcit. Le faux sourire s'effaça, révélant le masque de l'aristocrate puissant et offensé. « Monseigneur, ma seule intention est de protéger cette maison et ses invités. Votre protégé est un mystère, et les mystères, dans des temps aussi troublés, sont rarement de bon augure. Alors considérez que ce mystère est désormais sous la protection de la couronne et qu'il ne vous concerne plus, » conclut le prince d'un ton qui mettait fin à la discussion. Il fit un signe de tête à Jeanne. « Mademoiselle est fatiguée. Je vous prie de la laisser se reposer. » Le baron et Madame Armande n'eurent d'autre choix que d'obtempérer. Ils firent une révérence rigide et se retirèrent. Mais avant de franchir la porte, le baron lança à Jeanne un dernier regard, un regard qui promettait que la partie n'était que remise. Il n'avait rien prouvé, mais il n'était pas convaincu. Ils repartaient avec leurs soupçons intacts et même renforcés. Lorsque la porte se referma, Jeanne sentit ses forces l'abandonner. Ses jambes cédèrent, et elle se laissa tomber sur le fauteuil le plus proche, le corps secoué de tremblements incontrôlables. La tension des dernières minutes retombait, la laissant vide et nauséeuse. Le prince s'approcha d'elle et lui tendit un verre d'eau posé sur une table. Sa main était stable. « Respirez, mademoiselle », dit-il, sa voix ayant perdu sa dureté. « L'épreuve est terminée pour aujourd'hui. » Jeanne but l'eau d'un trait, le liquide frais apaisant un peu le feu dans sa gorge. « Ils ne me croient pas, » halta-t-elle. « Ils savent que je mens. »« Non, » la corrigea-t-il. « Ils ne savent rien. Ils suspectent, et c'est une position bien plus dangereuse. Mais vous avez tenu. Dans votre peur, vous avez trouvé la force de ne pas céder. Vous avez bien fait. » Ce rare compliment ne la réconforta que très peu. Elle avait survécu, oui, mais elle venait de voir ses ennemis en face. Elle avait vu l'intelligence calculatrice dans les yeux du baron et la haine tenace dans ceux de Madame Armande. Elle comprit qu'elle n'était pas seulement un pion, elle était devenue la cible. Les jours qui suivirent l'interrogatoire s'écoulèrent dans une brume de tension et de vigilance. Jeanne vivait sur le qui-vive, chaque bruit de pas dans le couloir, chaque coup frappé à sa porte la faisant sursauter. Le baron de Beaulieu et Madame Armande ne la tourmentèrent plus directement, mais leur surveillance était constante et oppressive. Elle les croisait parfois dans les couloirs, lorsqu'on l'autorisait à de brèves promenades dans l'aile du château qui lui était assignée.
Le baron lui adressait un salut courtois, faussement affable, tandis que Madame Armande se contentait de la fixer de son regard glacial qui semblait la déshabiller de son costume de noble pour révéler la servante en haillons en dessous. Le prince lui rendait visite chaque jour. Leurs rencontres, brèves et secrètes, changeaient de nature. L'urgence de la première nuit avait laissé place à une alliance de fortune, une collaboration née du désespoir. Il vit en elle une résilience qu'il n'avait pas soupçonnée, une force tranquille qui se cachait derrière ses yeux effrayés. Et Jeanne, de son côté, commença à voir au-delà de l'aristocrate autoritaire. Elle vit un homme jeune, portant sur ses épaules un fardeau immense, et dont l'inquiétude pour le sort du royaume semblait sincère. Un soir, alors que la nuit était tombée sur le château, il vint la voir. Il semblait plus grave que d'habitude. « Ils ne nous laisseront aucun répit, dit-il sans préambule. Chaque jour qui passe, sans que nous retrouvions les preuves d'Élodie, est une victoire pour eux. Ils se sentent en sécurité, ils vont devenir plus audacieux. Mais comment les trouver ? Demanda Jeanne. Si Élodie a été capturée, ces documents ont dû être saisis avec elle. C'est possible, admit le prince. Mais Élodie était prudente. Elle ne m'a jamais fait entièrement confiance, ni à personne d'autre. Elle savait qu'elle risquait sa vie. Je suis certain qu'elle n'aurait pas tout gardé au même endroit. Elle m'avait parlé d'un fil d'Ariane, une piste qu'elle laisserait derrière elle au cas où il lui arriverait malheur. Une série d'indices dissimulés dans le château que je serais le seul à pouvoir comprendre. Il fit les 100 pas. Le problème est que je ne peux pas les chercher moi-même. Chaque geste que je fais est épié. Si je me mets à fouiller le château, le baron le saura en moins d'1 heure. Il me faut quelqu'un qui puisse se déplacer sans attirer l'attention. Quelqu'un qui connaît les recoins et les passages. Quelqu'un qui est invisible. Il s'arrêta et la regarda. Jeanne comprit. Vous avez besoin de la servante, pas de mademoiselle de Valombre. Un faible sourire éclaira le visage du prince. Exactement. Votre plus grande faiblesse est devenue notre meilleur atout. Vous seul pouvez vous glisser là où on ne m'attend pas. Cette nouvelle perspective la fit frissonner, mais ce n'était plus seulement de peur. Pour la première fois depuis son arrivée, elle sentit qu'elle pouvait être autre chose qu'une victime passive. Elle pouvait agir. C'était terrifiant, mais c'était aussi une lueur d'espoir. Que dois-je chercher ? Élodie m'a laissé une phrase clé lors de notre dernière rencontre. Elle m'a dit « Quand la sagesse est menacée, cherchez refuge auprès du plus humble des rois. Je pense que c'est une énigme. Et je pense qu'elle mène à la bibliothèque. » La bibliothèque, le seul endroit dans ce château de pierre froide où elle avait ressenti un semblant de paix. Le souvenir de M. Pascal, de sa bonté simple, lui revint. « Le plus humble des rois, » murmura-t-elle. « Les fables de La Fontaine, » dit le prince. « Le lion, roi des animaux. » Mais quelle fable! C'est ce que vous devez découvrir. Allez-y demain. Prétextez l'ennui, le besoin de lecture pour apaiser votre deuil. Soyez mademoiselle de Valombre, mais avec les yeux de Jeanne Marceau. Le lendemain, vêtue d'une robe sobre, Jeanne se rendit à la bibliothèque. Son cœur battait la chamade. Elle n'était plus une servante nettoyant la poussière, mais une espionne novice en mission. Monsieur Pascal était là, à sa place habituelle, le dos légèrement voûté sur un manuscrit. Il leva les yeux à son entrée et un sourire bienveillant illumina son visage. « Mademoiselle de Valombre, » dit-il de sa voix douce, « quelle bonne surprise! Venez-vous chercher une nouvelle lecture pour tromper votre mélancolie ?»« Oui, monsieur Pascal, » répondit-elle en s'efforçant de paraître calme. « Le prince m'a suggéré un classique, les fables de Monsieur de La Fontaine. »« Excellent choix, » commenta le vieil homme. « Une source inépuisable de sagesse, en effet. Vous les trouverez dans l'alcôve est, 3e travée, rayon du bas. » Jeanne le remercia et se dirigea vers l'endroit indiqué. Elle trouva la rangée de livres reliés en cuir. Son regard parcourut les titres dorés. Il y avait plusieurs volumes. Lequel choisir? Elle se souvint de l'énigme, le plus humble des rois. Elle sortit un à un les recueils, les feuilletant nerveusement. Rien. Ses mains devenaient moites. Et si le prince s'était trompé? Monsieur Pascal s'approcha en silence. « Un souci, mon enfant? Je cherche une fable en particulier, mais je ne me souviens plus du titre, » mentit-elle.
Le bibliothécaire plissa les yeux, pensif. Les fables de rois sont nombreuses. Le lion, bien sûr. Mais il y a aussi les animaux malades de la peste, où ils se montrent bien peu humbles. La pauvre Élodie, la servante de la princesse, passait des heures ici. Elle semblait avoir une affection particulière pour un conte moins connu. Ah oui, le rat qui s'est retiré du monde. Une curieuse histoire de faux dévots. Les mots du vieil homme la frappèrent. Le rat. Un roi dans son propre royaume souterrain. Un roi de la dissimulation. L'humilité feinte. C'était une piste. Pourriez-vous me le montrer? Bien sûr. Il prit un des volumes, ses doigts experts, trouvant la page en un instant. Et là, au bas de la page de la fable, il y avait une minuscule marque à l'encre, presque invisible, un petit dessin, une clé. Et à côté, une série de chiffres, 12, 4, 8. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un début. C'était le premier fil. Jeanne sentit une bouffée d'adrénaline. Elle avait réussi. Elle referma le livre, le cœur battant. « Merci, monsieur Pascal. Vous m'avez été d'une grande aide. » Alors qu'elle se détournait pour partir, le bibliothécaire posa une main légère sur son bras. Son regard était profond et sérieux. « Mademoiselle, dit-il à voix basse, les livres gardent bien des secrets. Mais les murs de cette bibliothèque ont aussi des oreilles et une mémoire. Prenez garde. Les rats sont parfois plus dangereux que les lions. » Il n'en dit pas plus. Il retourna à son bureau, la laissant seule avec ses pensées. Jeanne quitta la bibliothèque, serrant le livre contre sa poitrine. Elle avait trouvé le premier indice. Mais elle avait aussi trouvé autre chose, bien plus précieux et bien plus dangereux, la certitude que M. Pascal savait bien plus de choses qu'il ne le laissait paraître. Elle n'était peut-être pas aussi seule qu'elle le pensait. Jeanne passa le reste de la journée dans une fébrilité à peine contenue. Le livre des fables était posé sur sa table, un objet anodin pour quiconque, mais pour elle, il brûlait d'un feu secret. Elle attendit la venue du prince avec une impatience qui confinait à l'angoisse. Chaque heure qui s'étirait était une heure de plus laissée au baron pour resserrer son étau, une heure de plus où le fragile secret qu'elle portait risquait d'être découvert. La remarque de M. Pascal résonnait dans son esprit. Les rats sont parfois plus dangereux que les lions. Était-ce un simple conseil philosophique ou un avertissement plus direct? Le vieil homme était-il un ami ou un observateur neutre qui se délectait du jeu dangereux qui se jouait sous son toit? Lorsque Louis-Henri arriva enfin, tard dans la soirée, il lut la tension et l'excitation sur son visage. « Vous avez trouvé quelque chose », affirma-t-il plus qu'il ne le demanda. Jeanne hocha la tête, ouvrant le livre à la page marquée. « Ceci », dit-elle en montrant la minuscule clé et la série de chiffres. Une clé, et les nombres 12, 4, 8. Le prince se pencha, ses yeux intenses fixés sur la page. Il traça le symbole de la clé avec son doigt. C'est sa signature. Nous l'avions convenu. Cela confirme que le message vient bien d'elle. Mais ces chiffres, 12, 4, 8, ce n'est pas une date. Et il est peu probable que ce soit un numéro de page. Il se redressa, arpentant la pièce. Mais qu'est-ce que cela pourrait signifier? Un code? Ou un emplacement, suggéra Jeanne, son esprit travaillant rapidement. Elle n'était plus la fille de cuisine passive. Elle était une participante. Quand on est serviteur, on apprend à penser en termes de lieux, de tâches. Tout est numéroté, inventorié. Les tonneaux dans la cave, les draps dans la lingerie, les caisses dans les réserves. Le prince s'arrêta net. Les réserves? Bien sûr. Les longs couloirs du sous-sol où sont stockées les provisions et les biens du château. Élodie y avait accès, comme toutes les femmes de chambre de haut rang. C'est l'endroit parfait pour cacher quelque chose. Un lieu de passage constant où personne ne prête attention à une servante qui s'affaire. Ils se regardèrent, la même idée germant dans leur esprit. Le 12e couloir, dit le prince. La 4e porte et la 8e. Qu'est-ce? Étagère? C'est une piste, dit Jeanne, le cœur battant. C'est la seule que nous ayons. Leur mission était désormais claire, mais sa mise en œuvre était semée d'embûches. Se rendre dans les réserves en tant que mademoiselle de Valombre était impensable. Une noble dame n'avait rien à faire dans les entrailles poussiéreuses du château.
Le risque d'être vu par Madame Armande ou un autre serviteur loyal au baron était immense. « Je dois y aller moi-même », déclara Jeanne avec une fermeté qui la surprit elle-même. « Mais pas comme ceci », elle désigna sa robe de damas. « Je dois redevenir ce que j'étais, une ombre. » Le prince la regarda, une lueur d'admiration dans les yeux. « C'est extrêmement dangereux. Si vous êtes prise, si je suis prise en tant que mademoiselle de Valombre, nous sommes perdus tous les deux. » coupa-t-elle. Si je suis surprise en tant que servante fouinant là où elle ne devrait pas, je risque une réprimande, peut-être le cachot. C'est un risque que je connais. Je peux trouver une excuse, une erreur, une mission pour une autre servante. C'est un langage que je parle. Ils passèrent l'heure suivante à élaborer un plan. Jeanne, puisant dans ses souvenirs des premières semaines de labeur, décrivit la routine des sous-sols. Le meilleur moment serait juste avant l'aube, pendant le bref intervalle entre le départ des gardes de nuit et l'arrivée massive des équipes de cuisine. Les couloirs seraient alors presque déserts. Pour justifier sa présence, si elle était arrêtée, le prince lui fournit un prétexte. Elle chercherait une caisse de fines herbes de Suisse, un remède pour calmer les nerfs de sa maîtresse, la princesse Amélie, dont le sommeil était agité. C'était une excuse plausible, qui expliquait pourquoi elle chercherait un objet spécifique et pourquoi elle agirait avec discrétion. Alors qu'il finalisait les détails, le prince lui confia une autre nouvelle, qui ajouta un poids d'urgence à leur quête. « J'ai reçu un messager de la capitale ce soir. La santé de mon père décline plus vite que prévu. Le baron et ses alliés le savent. Ils vont accélérer leur plan. Ils n'attendront pas une révolte paysanne. Ils pourraient tenter de forcer le conseil à déclarer le roi inapte et à nommer un régent. Le temps nous est compté. » Cette révélation glaça le sang de Jeanne. Ce n'était plus un simple complot pour le pouvoir. C'était une course contre la montre pour la survie du royaume. Quelques heures plus tard, dans le silence profond qui précède l'aube, Jeanne se glissa hors de sa chambre. Elle avait troqué sa robe de noble contre une simple chemise et une jupe sombre qu'une servante lui avait laissée pour les corvées de nettoyage dans ses appartements. Pieds nus sur les dalles froides, elle se déplaçait avec une agilité et une discrétion retrouvées. Les réflexes de la servante prirent le dessus, longer les murs, se fondre dans les ombres, écouter le moindre bruit. Elle descendit les escaliers de service, son cœur martelant un rythme sourd dans sa poitrine. Chaque craquement du bois, chaque courant d'air lui semblait être le signe d'une présence ennemie. Elle traversa les cuisines endormies, passant comme un fantôme devant les fours éteints et les longues tables de bois. Enfin, elle arriva devant une porte basse qui menait au labyrinthe des réserves. L'air était plus froid ici, chargé d'une odeur de poussière, de vin et de denrées entreposées. Elle s'engagea dans le dédale de couloir, éclairée seulement par la faible lueur d'une chandelle qu'elle protégeait de sa main. 1, 2, 3, elle compta les intersections, ses sens en alerte maximale. Le silence était si complet qu'elle entendait le bruit de sa propre respiration. 12e couloir, une allée étroite, bordée de portes en bois brut. Elle compta de nouveau. 1, 2, 3, 4e porte. Elle était là. La porte n'était pas verrouillée. Elle posa sa main sur le loquet de fer froid, une dernière bouffée d'angoisse la saisissant. Derrière cette porte se trouvait peut-être la clé qui pouvait sauver un roi, ou le piège qui l'amènerait à sa perte. Prenant une profonde inspiration, elle souleva le loquet et poussa doucement la porte. La porte pivota sans un bruit sur ses gonds bien huilés, révélant une obscurité totale que la faible lueur de la chandelle de Jeanne peinait à percer. L'air à l'intérieur était stagnant, chargé des parfums fantomatiques de son contenu, la lavande séchée, le camphre, la cire et le cuir vieilli. C'était une salle d'archives pour les biens de la maison, un débarras où les objets qui n'avaient plus d'utilité immédiate attendèrent leur prochain usage ou l'oubli définitif. Des piles de coffres, des étagères chargées de rouleaux de tissu et des caisses de toute taille s'élevaient comme des collines et des vallées dans un paysage de pénombre. Jeanne se glissa à l'intérieur, refermant doucement la porte derrière elle. Le clic du loquet lui parut résonner comme un coup de feu dans le silence absolu. Elle était seule, au cœur du labyrinthe, coupée du monde. La peur, sa compagne fidèle, était là.
mais elle était différente. C'était une peur aiguisée, une hyper-vigilance qui rendait chacun de ses sens plus vifs. Elle commença sa recherche, se déplaçant avec la lenteur et la précision d'un chat. L'énigme disait « 8 ». 8e étagère, 8e coffre. Elle commença par ce qui semblait le plus logique, les caisses alignées contre le mur du fond. Elles étaient lourdes, couvertes de poussière. 1, 2, 3. Elle les compta à voix basse, sa voix un murmure rauque. La 8e était coincée entre deux autres, plus volumineuses. Avec un effort considérable, la faisant grimacer de douleur, alors que les échardes s'enfonçaient dans ses paumes, elle réussit à la tirer dans l'espace plus dégagé au centre de la pièce. Elle souleva le couvercle avec un grincement plaintif. Son cœur se serra de déception. La caisse était remplie de vieux chandeliers en étain, ternis et tordus, sans aucune valeur. Elle plongea ses mains dedans, fouillant frénétiquement, mais ne trouva rien. C'était une fausse piste. Le désespoir commença à poindre. L'aube approchait, et avec elle, le retour du danger. Elle s'apprêtait à abandonner lorsque son genou heurta le côté de la caisse en se relevant. Le bruit fut mat, étrange. Un son plein, là où il aurait dû y avoir un creux. Poussée par une intuition soudaine, elle passa ses doigts le long des planches intérieures. L'une d'elles bougeait légèrement. Il n'y avait pas de serrure, pas de mécanisme complexe, juste une planche habilement ajustée. Utilisant la pointe d'un chandelier tordu comme levier, elle réussit à la soulever. Un compartiment secret fut révélé. À l'intérieur, niché dans une doublure de velours élimé, se trouvaient deux objets. Pas la liasse de documents qu'elle espérait, mais un petit carnet relié de cuir souple et usé et une lourde clé en fer noir, d'une forme ancienne et complexe. Elle s'empara des objets, son cœur battant à tout rompre. Elle avait trouvé quelque chose. Se cachant derrière une pile de coffres, elle ouvrit le carnet à la lueur vacillante de sa bougie. C'était un journal. L'écriture était fine, nerveuse. C'était l'écriture d'Élodie. Jeanne n'avait que quelques instants. Elle tourna les pages, s'arrêtant aux dernières entrées. Les mots qui s'y trouvaient la glacèrent d'effroi. Le baron est plus proche que je ne le pensais. Il suspecte tout. Son sourire est un masque sur un abîme de cruauté. Le prince est brave, mais il sous-estime la noirceur de son ennemi. Je ne peux plus garder les preuves sur moi. C'est trop dangereux. Je les ai confiées à la seule personne en qui j'ai une confiance absolue dans ce nid de vipères, un lieu de silence et de sagesse. Si je tombe, seul P sait où le trésor du lion est réellement enterré. Il guidera le prince. P. Jeanne pensa immédiatement à M. Pascal. L'avertissement du bibliothécaire prenait un sens nouveau et vertigineux. Il n'était pas un simple spectateur, il était un acteur clé. Soudain, un bruit dans le couloir la fit sursauter. Des pas, lents, mesurés, se rapprochant inexorablement. La panique la saisit. Elle était prise au piège. Elle éteignit sa chandelle d'un souffle, se plongeant dans une obscurité quasi totale, et se blottit dans l'ombre, retenant sa respiration. Les pas s'arrêtèrent juste devant la porte. Le silence qui suivit fut une torture. Puis, elle entendit le grincement familier du loquet. La porte s'ouvrit lentement, déversant le halo d'une lanterne dans la pièce. La silhouette qui se découpa dans l'encadrement n'était ni un garde, ni Madame Armande. C'était Monsieur Pascal. Son visage était grave, mais ses yeux ne montraient aucune surprise. Il semblait savoir exactement ce qu'il trouverait ici. Il leva sa lanterne, son faisceau de lumière balayant la pièce, jusqu'à trouver Jeanne, accroupie et tremblante. « L'oiseau de nuit est sorti de sa cage, à ce que je vois, » dit-il d'une voix basse, qui n'était pas un reproche mais un constat. Je me doutais que le prince ne tarderait pas à déchiffrer l'énigme des fables. Jeanne resta sans voix, le journal et la clé serrés contre sa poitrine. « N'ayez crainte, mon enfant, » continua le vieil homme en s'avançant dans la pièce et en refermant la porte. « Nous sommes du même côté. La lettre P, c'est moi, Pascal. Élodie était mon élève. Bien avant d'être l'informatrice du prince, une jeune femme brillante et courageuse, je l'ai aidée à monter ce plan. J'observe le prince et je vous observe, vous, depuis votre arrivée. Je devais être certain que vous n'étiez pas une espionne du baron, certain que vous aviez le courage nécessaire. Votre escapade de ce soir m'a convaincu.
Il désigna les objets dans ses mains. « Ce que vous tenez là est la clé du coffre où Élodie a caché les documents. Le journal contient le code pour le trouver, mais cet endroit est le lieu le mieux gardé et le plus secret de tout le château. Y accéder demandera plus que de la furtivité. » Il prit Jeanne par le bras, sa poigne étonnamment ferme pour un homme de son âge. « Maintenant, il faut partir. L'aube n'est plus très loin. Suivez-moi. Les passages que je connais ne figurent sur aucun plan. » Il la guida hors de la réserve, puis à travers un dédale de couloirs obscurs et de portes dérobées dissimulées derrière des tapisseries ou des panneaux de bois. C'était un château secret, un monde caché qui existait en parallèle du monde officiel. En quelques minutes, ils se retrouvèrent dans un passage qui débouchait juste derrière les tentures de la chambre de Jeanne. « Donnez-moi le journal et la clé, » murmura-t-il. « Je les ferai parvenir au prince. Nous devons organiser une rencontre tous les trois. Attendez son signal et soyez plus prudente que jamais. Maintenant que nous avançons, nos ennemis aussi. » Jeanne lui remit les précieux objets. Il disparut aussi silencieusement qu'il était apparu. Elle se glissa dans sa chambre, le cœur battant la chamade, juste au moment où les premières lueurs blêmes du matin filtraient à travers les lourds rideaux. Elle s'effondra sur son lit, épuisée mais vibrante d'une énergie nouvelle. La nuit avait été terrifiante, mais elle avait tout changé. Elle avait trouvé la piste, elle avait trouvé un allié. Une équipe improbable était née. Le prince, le pouvoir, le bibliothécaire, le savoir, et elle, Jeanne, la servante invisible, l'accès. Le jeu venait de monter d'un cran. La bibliothèque, de nuit, était un tout autre royaume. Les milliers de livres sur les étagères semblaient se transformer en sentinelles silencieuses, gardiennes d'une sagesse ancestrale. La lune haute dans le ciel projetait des rectangles d'argent à travers les vitraux, dessinant des motifs spectraux sur le sol en damier. C'est dans ce sanctuaire de silence, éclairé par une seule lanterne posée sur le grand bureau de chêne, que le conseil secret se réunit. Pour la première fois, le prince, le bibliothécaire et la servante se faisaient face en tant qu'égaux, unis par un péril commun et un objectif unique. Monsieur Pascal avait étalé les pages du journal d'Élodie sous la lumière. Sa voix, habituellement si douce, était devenue celle d'un stratège, précise et affûtée. Élodie était plus qu'une informatrice, expliqua-t-il au prince. Elle était une érudite. Elle a utilisé un code que nous avions mis au point ensemble, basé sur d'anciens textes de philosophie et d'astronomie. Ce qui apparaît comme le journal intime d'une jeune femme angoissée est en réalité une carte. Pendant près d'une heure, Pascal déchiffra les énigmes. Une référence à la vanité du pouvoir terrestre ne renvoyait pas à une réflexion morale, mais au grand portrait du baron de Beaulieu qui trônait dans son bureau personnel. Une note sur la constellation du serpent visible à une certaine date n'était pas une observation astronomique, mais une indication sur un mécanisme caché dans les boiseries murales, sculpté d'un serpent se mordant la queue. Chaque mot était une clé, chaque phrase une direction. Le prince Louis-Henri écoutait, son expression passant de la concentration intense à une fureur contenue à mesure que la trahison du baron était exposée en détail. Le journal ne révélait pas seulement la conspiration, mais aussi son ampleur et sa cruauté. « Et les documents? L'endroit final ?» demanda enfin le prince, la mâchoire serrée. Pascal posa son doigt sur une dernière phrase, griffonnée à la hâte. « La vérité repose sous le regard du tyran, protégé par le fer et le sang de sa propre lignée. »« Le bureau du baron, » dit le prince, comprenant immédiatement. « Le coffre-fort est dissimulé derrière son propre portrait. L'arrogance de cet homme est sans limite. C'est l'endroit le plus sûr et le plus impudent qui soit, confirma Pascal. Personne n'oserait y chercher. La clé que Jeanne a trouvée est celle du coffre, mais atteindre le bureau est une autre affaire. Il est au cœur de ses appartements privés, la zone la mieux gardée du château. Le plan se dessina alors, une chorégraphie dangereuse où chacun devait jouer son rôle à la perfection. « Je vais créer une diversion », annonça le prince. « Je vais convoquer le baron et ses plus proches alliés, y compris Madame Armande, pour un conseil de minuit. Je prétexterai avoir reçu des ordres urgents de mon père, des nouvelles qui exigent leur présence immédiate. Je les retiendrai aussi longtemps que possible dans l'aile opposée du château. Pendant ce temps,
continua Pascal en se tournant vers Jeanne. « Je vous guiderai jusqu'à l'entrée d'un passage secret qui débouche directement derrière la bibliothèque du bureau du baron. C'est un ancien conduit de prêtre, oublié de tous, sauf de moi. Mais une fois à l'intérieur, vous serez seul. » Tous les regards se tournèrent vers Jeanne. Le poids de la mission retombait entièrement sur ses épaules. La peur était là, bien sûr, un nœud froid dans son estomac. Mais elle était différente maintenant, elle était mêlée à une détermination farouche. Les mots d'Élodie, décrivant comment le baron prévoyait d'écraser les villages pour affamer la capitale, avaient ravivé en elle la flamme de la colère. Elle n'était plus seulement Jeanne Marceau, la survivante. Elle était la fille du tanneur de Mareuil-les-Bois, une fille du peuple qui avait une chance, aussi infime soit-elle, de rendre justice aux siens. Comme s'il lisait dans ses pensées, le prince ajouta d'une voix sombre, « Il y a autre chose. Le messager de la capitale m'a apporté des renseignements supplémentaires. Le baron, pour tester la réponse militaire de la couronne, a prévu de faire un exemple. Il veut mater une petite rébellion contre les taxes dans un village jugé insignifiant. Il compte y envoyer ses propres hommes, non pas pour arrêter les meneurs, mais pour brûler les récoltes et les maisons afin de semer la terreur. » Il marqua une pause et la regarda droit dans les yeux. « Ce village, Jeanne, c'est Mareuil-les-Bois. » Le coup fut dévastateur. Ce n'était plus une conspiration abstraite contre un roi lointain. C'était une menace directe, mortelle, contre son foyer, contre les visages qu'elle avait connus toute sa vie, les tombes de ses parents, les berges de la Sèvre, tout ce qui lui restait. Les larmes lui montèrent aux yeux, mais ce n'étaient pas des larmes de peur, c'étaient des larmes de rage. « Je le ferai, » dit-elle, sa voix ne tremblant pas. L'heure suivante fut consacrée aux derniers détails. Pascal dessina un plan du bureau sur un morceau de parchemin, marquant l'emplacement exact du portrait et du mécanisme d'ouverture. Le prince lui donna un petit poignard. « Pas pour vous battre, » lui dit-il. « Pour vous donner du courage, et si le pire arrive, pour ne pas être prise vivante. » Minuit sonna à l'horloge du château, chaque coup du lourd marteau de bronze sonnant comme un compte à rebours avant l'exécution. Le plan fut mis en marche. Un page fut envoyé pour convoquer le baron et ses sbires avec toute l'urgence requise par un ordre royal. Peu de temps après, M. Pascal guida Jeanne à travers les rayons silencieux de la bibliothèque jusqu'à un pan de mur recouvert de boiseries. Il appuya sur un livre qui s'enfonça légèrement et une section entière du mur pivota vers l'intérieur, révélant une ouverture noire et étroite. Une odeur de poussière millénaire et de pierre humide s'en échappa. « Le passage vous mènera directement derrière la cheminée du bureau, » murmura le vieil homme. « Soyez rapide, le prince ne pourra pas les retenir éternellement. La fortune sourit aux audacieux, mon enfant. » Jeanne jeta un dernier regard à son allié, puis se tourna vers l'obscurité. Elle serra le manche du poignard dans une main et la lourde clé de fer dans l'autre. Elle n'était plus mademoiselle de Valombre, la noble dame. Elle n'était même plus Jeanne, la servante. Elle était un instrument de la vengeance, une ombre envoyée pour percer le cœur des ténèbres. Elle prit une profonde inspiration et s'avança dans le passage secret. Le mur se referma derrière elle, l'engloutissant dans le silence et le noir. L'obscurité du passage secret était totale, une noirceur si dense qu'elle semblait avoir un poids, une texture. Jeanne avançait à tâtons, une main glissant contre le mur de pierre froid et humide, l'autre serrant la clé de fer si fort que ses arêtes s'imprimaient dans sa paume. L'air était vicié, sentant la terre et les siècles d'oubli. Le silence n'était rompu que par le bruit étouffé de ses propres pas et le martèlement assourdissant de son cœur. Chaque mètre parcouru dans ce boyau de pierre était une victoire contre la terreur qui menaçait de la paralyser. Elle n'était plus dans un château, mais dans les entrailles d'une bête endormie, et elle se dirigeait droit vers son cœur. Enfin, elle sentit une surface différente sous ses doigts, du bois. Comme Pascal le lui avait indiqué, elle tâtonna jusqu'à trouver un petit nœud dans le bois et appuya. Une section de la paroi pivota sans bruit. Une faible lueur filtrait par l'ouverture. Elle était arrivée. Avec une précaution infinie, elle risqua un œil. Elle se trouvait derrière une haute bibliothèque, regardant à travers l'espace étroit entre les livres et le mur. Le bureau du baron de Beaulieu était là,
devant elle. La pièce était vide, mais elle était tout sauf paisible. Elle était imprégnée de la personnalité de son occupant, arrogante, puissante et cruelle. De lourds rideaux de velours pourpre bloquèrent la lumière de la lune, et la seule source d'éclairage était le feu qui dansait dans l'âtre, projetant des ombres inquiétantes. Des cartes de la région étaient épinglées sur un mur, et le village de Mareuil-les-Bois était encerclé de rouge. La colère submergea la peur de Jeanne. Elle glissa hors de sa cachette, se déplaçant comme un spectre sur l'épais tapis qui étouffait le bruit de ses pas. Son regard fut attiré par le grand portrait au-dessus de la cheminée. Le baron y était peint en pied, son regard huileux semblant la suivre avec une arrogance insupportable. C'était là. Suivant les instructions du bibliothécaire, elle chercha dans les boiseries du manteau de la cheminée. Elle trouva la sculpture du serpent et appuya sur son œil de pierre. Un déclic à peine audible se fit entendre, et une section du panneau à côté du portrait s'enfonça légèrement. Derrière, le métal noir d'un coffre-fort. Ses mains tremblaient si fort qu'elle eut du mal à insérer la clé dans la serrure. Elle tourna la clé et la lourde porte d'acier s'ouvrit en silence. À l'intérieur, reposant sur du velours rouge sang, se trouvait une cassette en bois laqué noir. Elle l'ouvrit. Ils étaient là. Des lettres, scellées du sceau de plusieurs des plus grands nobles du royaume. Des registres de transfert d'or. Et au-dessus de la pile, un ordre de mission, rédigé d'une écriture nette et impitoyable, qui commençait par ces mots. En représailles à l'agitation séditieuse, le village de Mareuil-les-Bois sera purgé par le feu. La signature en bas de la page était celle du baron de Beaulieu. Une fureur froide la saisit. Elle attrapa la liasse de lettres incriminantes et l'ordre de mission, les glissant dans la pochette de toile qu'elle avait cousue à l'intérieur de sa chemise. C'est à ce moment précis qu'elle entendit des voix dans le couloir, des voix fortes, irritées, celles du baron et de madame Armande. La diversion était terminée. Ils revenaient. La panique la submergea. Trop tard pour regagner le passage secret. Le seul refuge possible était les lourds rideaux pourpres qui encadraient une haute fenêtre. Elle s'y jeta, se dissimulant dans les plis du tissu, juste au moment où la porte du bureau s'ouvrait à la volée. « Une mascarade !» tonna la voix du baron. Il entra dans la pièce, suivi de près par madame Armande. « Le prince nous a fait venir pour une affaire d'État qui n'était qu'un tissu de mensonges sur des mouvements de troupes inexistants. Il se moque de nous, il joue un jeu. » « C'est cette fille, j'en suis certaine, » siffla la gouvernante, « cette Valombre. Depuis son arrivée, tout a changé. Le prince est sur ses gardes, il agit étrangement. Elle est la clé de tout. Elle n'est pas la sotte effarouchée qu'elle prétend être. » Le baron se versa un verre de vin, le buvant d'un trait. « Peut-être, ou peut-être est-elle une distraction, pendant que nous nous concentrons sur elle, le véritable agent du prince agit ailleurs. Nous avons été trop lents avec Élodie. Nous l'avons laissée s'échapper. » Cachée, Jeanne retint son souffle. Élodie s'était échappée. Elle n'avait pas été capturée. Un immense soulagement la traversa. « Nous ne referons pas la même erreur, » reprit le baron, sa voix devenant glaciale. « Dès demain, nous resserrerons notre emprise. J'ai envoyé des hommes pour capturer le vieux bibliothécaire. Pascal. Il est trop malin, il sait trop de choses. Je suis sûr qu'il était le contact d'Élodie. Une fois qu'il aura parlé, nous saurons tout. » Le sang de Jeanne se glaça dans ses veines. Pascal. Ils allèrent s'en prendre à lui. Elle devait le prévenir. Le baron se dirigea vers son bureau, puis s'arrêta brusquement, fronçant les sourcils. Il se tourna lentement vers la cheminée. Un sixième sens, l'instinct du prédateur qui sent une présence étrangère sur son territoire. Son regard balaya la pièce. Jeanne sentit son cœur s'arrêter. Il allait la voir. Mais à cet instant, un valet frappa à la porte. « Monsieur le baron, le messager que vous attendiez de Rouen est arrivé. Il dit que c'est urgent. » Le baron hésita une seconde, son regard suspicieux, toujours fixé sur les ombres de la pièce. Puis, l'urgence de la nouvelle l'emporta. « Faites-le entrer dans le petit salon. »« J'arrive ?» Il se tourna vers madame Armande. « Restez ici, fouillez cette pièce. Je veux savoir si mon intuition est juste. » Il sortit. Madame Armande se retrouva seule dans la pièce, ses yeux perçants scrutant chaque recoin. C'était maintenant ou jamais. Attendre, c'était être découverte.
Dans un mouvement désespéré, Jeanne fit une chose insensée. Elle attrapa une lourde coupe en argent sur une table près de sa cachette et la lança de toutes ses forces à travers la pièce, dans la direction opposée. L'objet heurta une armure de décoration avec un fracas métallique assourdissant. Madame Armande sursauta et se tourna vivement vers le bruit, son attention complètement détournée. C'était la seconde dont Jeanne avait besoin. Elle jaillit de derrière les rideaux, traversa la pièce en courant, se jeta dans l'ouverture de la bibliothèque et referma le panneau secret derrière elle, une fraction de seconde avant que la gouvernante ne se retourne. Elle ne s'arrêta pas. Poussée par l'adrénaline et la terreur, elle courut à l'aveugle dans le passage obscur, trébuchant, se heurtant au mur, les poumons en feu. Elle déboucha enfin dans la bibliothèque, s'effondrant à travers la paroi pivotante et tombant aux pieds de M. Pascal, qui l'attendait, le visage blême d'inquiétude. Elle était secouée de tremblements, à bout de souffle, mais elle était vivante. Et contre sa poitrine, sous sa chemise, elle sentait le froissement du papier. L'épreuve. « Ils savent !» haleta-t-elle en regardant le vieil homme. « Ils viennent pour vous, il faut fuir !» Le visage de M. Pascal ne montra aucune panique, seulement une profonde lassitude, comme un homme qui voit arriver une tempête longtemps prédite. « Ils sont plus rapides que je ne l'espérais », dit-il calmement. Il prit Jeanne par les épaules. Son regard vif et clair la forçant à se concentrer, à chasser la terreur qui menaçait de la submerger. Fuir est inutile. Le château est un piège. Chaque porte est gardée. Tenter de nous cacher ne ferait que retarder l'inévitable. Il n'y a qu'une seule issue, mon enfant. Pas la fuite, mais l'attaque. Attaquer ? haleta Jeanne. Mais comment ? Nous sommes seuls. Non, la corrigea le vieil homme. Nous avons la vérité, et la vérité, présentée au bon moment, est une arme plus puissante que n'importe quelle armée. Le prince est toujours avec eux, n'est-ce pas? Il les retient. C'est là que nous devons aller, maintenant. Son plan était d'une audace folle, un coup de dé sur l'échiquier. Au lieu de se cacher, ils allaient marcher droit dans la gueule du loup. Guidés par Pascal, qui connaissait les derniers passages secrets pour éviter les patrouilles de garde que le baron avait sûrement déjà envoyées à leur recherche, ils arrivèrent dans un petit couloir de service qui jouxtait la salle du conseil où le prince retenait les conjurés. On pouvait entendre la voix du baron, forte et irritée, exigeant la fin de cette réunion absurde. « Restez derrière moi », ordonna Pascal, « et quoi qu'il arrive, ne montrez aucune peur. » Il sortit du passage et marcha délibérément jusqu'à la grande porte à double battant de la salle du conseil, gardée par 2 hommes d'armes loyaux au baron. Ils lui barrèrent le passage. « Personne n'entre !» grogna l'un d'eux. Pascal le gratifia d'un regard, d'une arrogance qu'on ne lui connaissait pas. « Je suis Pascal, précepteur de cette maison depuis 30 ans. Un ordre du prince doit être transmis sans délai. Écartez-vous, ou vous répondrez de votre insubordination devant son Altesse elle-même. » Son assurance les fit hésiter. Profitant de cette seconde d'incertitude, il frappa de grands coups à la porte, criant d'une voix forte « Monseigneur, une nouvelle urgente de la plus haute importance !» La porte s'ouvrit à la volée. Le prince se tenait sur le seuil, le visage fermé. Derrière lui, le baron, Madame Armande et une demi-douzaine d'autres nobles les regardaient, d'abord surpris, puis furieux. Le regard du baron se posa sur Jeanne, debout derrière Pascal, et une lueur de triomphe mauvais brilla dans ses yeux. Il les croyait acculés. « Qu'est-ce que cela signifie ?» tonna-t-il. « Vous osez interrompre une réunion d'État? Garde, saisissez-vous de ce vieillard et de cette fille, ils sont de mèche !» Les gardes s'avancèrent. Le piège se refermait. Mais c'est à cet instant que Jeanne fit un pas en avant, se plaçant dans la pleine lumière. Le prince lui adressa un imperceptible signe de tête. L'heure était venue. Sa peur s'était évaporée, remplacée par une colère froide, pure, qui lui donnait une force insoupçonnée. Elle n'était plus la créature tremblante qui se cachait dans l'ombre. Elle était l'incarnation de tous ceux que le baron avait méprisés, piétinés et condamnés. « Vous cherchiez une traîtresse, monsieur le baron ?» dit-elle, sa voix claire et stable résonnant dans la salle silencieuse. « Elle est devant vous, mais ce n'est pas le roi que j'ai trahi. » D'un geste lent et délibéré, elle sortit les documents de sa chemise. Elle brandit la lettre qui portait la signature du baron.
Je vous accuse, Armand de Beaulieu, de haute trahison contre la couronne de France. Je vous accuse de comploter pour renverser notre roi. Et je vous accuse d'avoir ordonné le massacre de mon village, Mareuil-les-Bois. » Elle se mit à lire l'ordre d'une voix forte, chaque mot tombant comme un coup de marteau. Le village de Mareuil-les-Bois sera purgé par le feu, ses récoltes brûlées, ses habitants dispersés, afin que cet exemple de justice serve d'avertissement à tous ceux qui oseraient défier notre autorité. Un murmure d'horreur parcourut l'assemblée. Certains des nobles présents, embarqués dans le complot sans en connaître les extrémités les plus sanglantes, blêmirent. Le baron resta figé une seconde, le visage décomposé par l'incrédulité puis la fureur. « Mensonge! Ce sont des faux! Tuez-la » hurla-t-il à ses gardes. Mais il était trop tard. Le prince Louis-Henri fit un pas en avant tirant son épée. Son propre garde personnel, resté en retrait, fit de même, bloquant le passage aux hommes du baron. « Pas un geste de plus » ordonna le prince, sa voix vibrant d'une autorité royale. « La preuve de votre trahison est ici, écrite de votre main et scellée de votre sceau. Baron de Beaulieu, au nom de mon père, le roi, je vous arrête, vous, ainsi que vos complices. » La défaite du baron fut instantanée, totale. Son pouvoir, bâti sur la peur et l'intrigue, s'effondra comme un château de cartes face à la vérité exposée. Ses gardes, voyant leur maître perdu et face à un ordre royal, baissèrent leurs armes. La conspiration était morte. Quelques jours plus tard, le calme était revenu au château de Montbrun. Une paix étrange, comme le silence qui suit une violente tempête. Le baron, Madame Armande et les autres conjurés étaient en route pour la capitale, prisonniers, leur sort scellé. Jeanne se tenait dans la bibliothèque, près de la grande fenêtre, regardant le soleil d'automne sur les jardins. Le prince Louis-Henri et M. Pascal la rejoignirent. « Le royaume vous doit une fière chandelle, Jeanne, » dit le prince. Sa voix était emplie d'un profond respect. « Mon père, mis au courant de tout, désire vous récompenser. Un titre de noblesse vous sera accordé, des terres, une place à la cour. Vous n'aurez plus jamais à connaître le besoin. » C'était tout ce dont elle aurait pu rêver quelques semaines plus tôt. Une vie de sécurité, de confort, de dignité. Mais en regardant le visage du prince, elle sut que ce n'était plus ce qu'elle désirait. « Je vous remercie, monseigneur, » dit-elle doucement. « Mais je ne suis pas mademoiselle de Valombre. Je suis Jeanne Marceau, fille d'un tanneur. J'ai fait cela non pour la gloire ou la fortune, mais parce que c'était juste. Ma seule récompense sera de savoir que mon village est en sécurité et que vous régnerez un jour en vous souvenant de ceux que votre baron était si prompt à sacrifier. C'est tout ce que je demande. » Le prince la regarda longuement, puis inclina la tête dans un geste de profonde admiration. « Votre souhait sera exaucé. Je n'oublierai jamais. » Une semaine plus tard, un simple chariot la ramena chez elle. Quand elle aperçut le clocher de l'église de Mareuil-les-Bois, son cœur se serra. Rien n'avait changé, et pourtant, tout était différent. Elle descendit près des berges de la Sèvre, là où tout avait commencé. L'auberge de sa marâtre était toujours là, mais elle n'avait plus aucun pouvoir sur elle. Les villageois qui la croisaient la regardaient avec curiosité, ignorant tout du rôle qu'elle avait joué. Elle n'était ni une princesse, ni une héroïne de conte de fées. Elle était simplement Jeanne, mais elle n'était plus la même. La peur avait été remplacée par la force, le silence par une voix. Elle avait regardé le pouvoir dans les yeux et ne s'était pas effondrée. Son avenir était une page blanche, mais pour la première fois de sa vie, c'est elle qui tenait la plume. Libre.